toutes et tous. Je me présente, je suis Loïc Legal, directeur de Passerelle Centre d'Art Contemporain à Brest. Je suis aussi le commissaire invité pour le parcours Babel Art et Langage en France pour la scène française pour la Foire Art Paris. Donc je vais introduire un petit peu nos invités du panel d'aujourd'hui et après je définirai un petit peu le sujet que j'ai voulu présenter sur la foire. Donc je présente Patricia Couvet, qui est directrice de la synagogue de Delme et qui est actuellement curatrice d'une très belle exposition qui s'appelle Parole Parole au Centre d'Art en Alsace, en Moselle, je m'excuse. Sarah Wadou, Sarah qui est artiste et qui est lauréate du prix BNP Paribas Bande Privée qui a été remis cette semaine et qui est avec la galerie Polaris, et Luca Resta. Luca qui est un artiste italien basé en France qui travaille avec la galerie Yvon Lambert. Donc je vous invite d'ailleurs à aller voir sur les différents stands de Polaris et de Yvon Lambert leurs travaux et pour mettre un petit peu des images sur ce que l'on évoquera. Donc rapidement un petit peu pour introduire le thème de Babel, art et langage en France, quelques petites clés de lecture peut-être, parce que c'est vrai que comme ça pourrait être un peu aride. Donc moi c'est un sujet qui m'intéresse à plusieurs titres. Donc, du coup on a d'un côté Babel qui est une histoire mythologique, biblique assez célèbre, où l'hubris des humains leur fait construire une tour qui est censé pouvoir rivaliser avec les divinités, en tout cas avec un dieu a priori unique dans la Bible. Justement, ce fameux dieu se sent attaqué et décide de détruire cette tour et de remettre les humains un peu à leur place. Et il mélange les langues, c'est la manière dont il crée ce chaos-là. Donc il mêle les langues de tous les humains qui travaillent sur cette tour. Et d'un côté, c'est une espèce d'apocalypse, on va dire, puisque finalement les langues sont mêlées et plus personne ne se comprend et donc il y a une discorde. Et de l'autre côté, c'est aussi une chance pour l'humanité, puisque c'est toute la portée symbolique du fait qu'on peut vivre ensemble et pouvoir communiquer et avoir des manières de penser et de manière de grandir de manière très différente. D'un autre côté, donc on a cette partie biblique qui est un peu le mot-clé qui est Babel, parce que c'est un mot aussi que j'aime beaucoup en termes de sonorité, c'est important lorsqu'on parle de la langue. Et de l'autre côté, ce qui m'intéresse beaucoup, moi je suis formé au début comme un archéologue et je me suis toujours intéressé un peu à la genèse de l'humanité et comment on va dire les humains apparaissent dans l'histoire. Il y a deux éléments très marqueurs, c'est la question de l'apparition de la communication entre les singes, on va dire, puisque nous sommes des singes à l'origine, et l'arrivée d'une culture, en tout cas d'une culture qui se construit à travers des petites statuettes, qui se construit à partir de premières fresques dans des grottes notamment. Alors après, il y a toujours cette ambiguïté parce qu'on spécule sur des possibilités d'œuvres d'art, parce qu'en fait nous on considère que peut-être c'est des œuvres d'art aujourd'hui, mais c'est peut-être juste des artefacts, du chamanisme, des choses sur lesquelles c'est difficile de donner des adjectifs. En tout cas, moi je considère que c'est un peu un début en effet d'une représentation de la culture humaine. Et donc en fait ça c'est un peu le point de départ. Alors le point de départ il est arrivé avec une série de photographies de Juliette Agnel, que vous pouvez voir sur le stand de Clémentine de la Ferronnière, qui je ne sais plus en quel numéro, qui est en numéro C20. Donc je vous recommande d'aller voir ces photographies. En fait, c'est des photographies d'une grotte qui s'appelle la grotte de la main de l'enfant, où en fait on voit des mains comme ça positives, négatives dans une grotte, mais aussi des animaux. Et en fait, on a comme ça ce début de communication, ce début de forme et de signes qui commence à émerger pour une population humaine qui commence à se développer et se sédentariser. Ça, c'est un premier le point de jalon en fait, de départ de toute cette histoire-là. Et en fait, on comprend que de manière logique et évidente, le langage et la culture et l'art et les arts visuels seront en lien pour l'histoire de l'humanité jusqu'à sa perte un jour probablement. Et donc, un peu un autre jalon que j'aime bien évoquer, c'est après, on fait un saut dans le temps, on arrive à Pompéi. À Pompéi, on a des fresques, on a des graffitis, des choses qui se mêlent aussi ensemble, et c'est un autre jalon de l'art public, en tout cas l'art privé qui devient public, et toute une évolution en fait de l'art aussi et de la compréhension de l'art. Ensuite, j'aime bien faire un bond jusqu'au Moyen-Âge, où là on a une autre évolution où c'est
vraiment les moines dans les monastères qui vont être, on va dire, qui vont amener des images à travers les lettres et les enluminures et les livres d'heures, qui vont créer tout un vocabulaire de forme assez fabuleux où en effet l'image va se lier avec l'écrit. Et en fait, c'est une grande évolution aussi. Et après, on va faire un autre bond dans le temps pour arriver à ce que moi je considère comme on va dire la période contemporaine du langage. On est au début du XXe siècle et il y a deux personnes un petit peu connues dans le monde de l'art aujourd'hui qui s'appellent Picasso et Braque. Et Picasso et Braque inventent dans les années 10 la notion de collage. Et donc ça devient d'être des journaux découpés initialement qui viennent intégrer les œuvres d'art. Et originalement, le collage, c'est aussi politique. C'est sûr qu'ils se veulent vraiment volontairement politique dans leur pratique. Et je trouve que c'est intéressant parce que ça amène une dimension encore différente à ce lien entre l'art et le langage. Et après, le XXe siècle, c'est une évolution permanente sur ces questions de langage et d'art. On peut penser aux lettristes, donc avec Isidore Isou, qui est d'ailleurs dans la sélection que vous pouvez retrouver au dos de... là, qui je ne sais plus en quel numéro, mais on peut le retrouver facilement. Bref, en D18 chez la galerie Patrice Trigano. Et après tout s'accélère, il y a l'art conceptuel dans les années 50-70, où en fait l'énonciation, le verbe, la voix va devenir œuvre d'art, avec la performance, avec la déclaration de ce qui fait art ou de ce qui ne fait pas art. Vous avez les œuvres de Ben Vautier notamment qui racontent cette histoire-là dans la foi. Puis ensuite, tout s'accélère. Moi j'ai un autre jalon qui est extrêmement important, c'est l'arrivée du digital dans nos vies. Dès les années 70-80 avec le Minitel en France, notre fierté nationale, puis avec Internet. Donc il y aura une ou deux artistes du parcours qui vont justement évoquer ces questions de digital et de pixels, de langage binaire 0-1, du code, etc. Pour arriver après dans les années 90-2000, on a une seconde révolution autour des moteurs de recherche et une manière de communiquer avec la machine qui va donner de l'information, qui va permettre une autre dimension. Et enfin, la dernière grande révolution qui est peut-être la plus grande depuis l'invention de l'imprimerie, qui est l'intelligence artificielle et qui amène aujourd'hui dans nos vies une manière de penser le monde complètement différente et une manière de contribuer à l'histoire également. Et donc tout cela, en fait, les artistes depuis toujours ont été en lien avec ces questionnements-là et avec cette histoire-là. Je ne vais pas non plus m'appesantir trop longtemps cette présentation, mais juste pour rappeler une petite chose que je trouve assez intéressante, un sujet que je n'ai pas pu évoquer non plus dans la sélection parce que je n'ai pas trouvé d'œuvre. Parce que lorsqu'on se trouve commissaire d'un événement pareil, en fait, on doit piocher dans le roster des galeries, dans la liste des artistes des galeries pour trouver les artistes qui collent un peu à notre thématique. Et il y a une thématique qui me tient particulièrement à cœur, qui est la question des langues régionales. Moi je vis et travaille en Bretagne et notamment en Finistère et j'aime bien rappeler cette histoire là, c'est qu'en latin le Finistère c'est Finisterae, c'est la fin de la terre, et lorsqu'on regarde du point de vue breton avec la langue bretonne c'est Penarbed, et Penarbed c'est le début de la terre. Et j'aime beaucoup l'idée de la différenciation du paradigme par rapport où on se situe dans une culture et comment est-ce qu'on se situe par rapport à la culture de l'autre, de l'altérité, de celui qui est en face. Et je pense que c'est aussi toute une poésie qu'on crée tous les jours à travers les différentes langues qui existent dans le monde. Et c'est un peu ma conclusion souvent quand je fais un tour dans la foire avec les différents collectionneurs et différents groupes. Je finis cette question-là de la langue et de la différence très simple suivant la culture d'où l'on vient. Donc voilà, c'est une petite introduction. Je n'ai pas introduit tous les artistes parce que sinon on va passer la journée et je pense qu'on n'aura pas le temps forcément. Mais je vais laisser un petit peu la parole à nos invités pour qu'ils introduisent un petit peu leur pratique, que ce soit curatoriale ou artistique. Puis après, pour qu'on puisse un peu discuter tous ensemble sur ces questions qui sont évoquées, qui sont soulevées, qui vont être, je pense, assez magiques et assez belles. Donc je laisse la parole d'abord à Patricia, pour rappel, qui dirige la synagogue de Delme, un magnifique centre d'art, du coup en Moselle, donc dans la région Grand Est. Merci, vous m'entendez ?
Oui, très bien, merci. Merci déjà pour l'invitation, Loïc, et merci à vous de partager cette table ronde. Je pars un peu peut-être de ce point d'ouverture que tu as fait sur les langues régionales, parce que, ayant grandi en Alsace, c'est aussi un sujet qui m'a fortement intéressée, mais sur lequel je suis revenue très récemment, en ayant, on va dire, quitté la France pendant 8 ans. J'étais en Belgique et en Allemagne, et la photo que vous voyez ici sur l'écran, donc c'était Berlin. Donc le dernier lieu pour lequel j'ai travaillé avant la synagogue de Dem, qui s'appelle le Pickle Bar, qui est un lieu que j'ai cofondé avec un collectif d'artistes qui s'appelle Slavs and Tatars. Donc ils travaillent sur l'est du mur de Berlin et l'ouest de la Grande Muraille de Chine, ce qu'on appelle communément l'Eurasie, bien que le mot Eurasie ait une connotation politique, ou en tout cas ait pris une connotation politique ces dernières années. Donc on va appeler plutôt ça l'Europe centrale, orientale, le Caucase et l'Asie centrale. Et donc ce lieu que j'ai cofondé m'a, on va dire, permis une approche très pratique de la langue, puisque au studio Slavs and Tatars, c'est plusieurs langues en même temps. C'est le farsi, c'est le polonais, c'est le turc, avec Denise Kirkali, qui est notamment dans l'audience, qui était une des résidentes. Donc aussi, il y a pas mal de résidents qui passaient, qui avaient des langues différentes. C'était aussi le français, l'allemand et l'anglais. Moi, je dis toujours que dans mes précédentes années, en tout cas les dernières années, l'allemand était la langue administrative, l'anglais était la langue de travail, le français était la langue, parle un peu communément, la langue, on va dire, dans laquelle je rêve toujours. Et donc le Pickle Bar, donc c'est ce lieu où il y avait une forte présence de la parole, puisqu'on était une project space, une Projektraum en allemand, et où on présentait principalement et uniquement des formats performatifs et discursifs. Ce qui nous a beaucoup amené à nous questionner sur l'aspect politique et social de la langue, toujours dans cette zone de l'Eurasie, et nous poser des questions sur aussi les réformes politiques qui ont au fur et à mesure été colonisantes pour cette zone géographique. Donc notamment on pense aux réformes de l'alphabet, entre l'alphabet arabe et le cyrillique, et ce que ça signifie aujourd'hui pour les artistes contemporains. On a eu plusieurs projets, donc on avait en gros une thématique par an. Et beaucoup de ces thématiques ont été autour du langage. Donc il y avait de Lavender Language Institute qui était sur les linguistiques queer, donc les signes, les symboles que les communautés queer ont développés pour se protéger des potentielles attaques dans des pays autoritaires. Il y a un projet qui était particulièrement parlant, on va dire, pour la scène française, c'est le projet Slurs, parce qu'il s'est développé entre Paris et Berlin. Mais Slurs, du coup, insulte en français, qui s'intéresse un peu aux mots que nous utilisons pour discréditer l'autre, pour attaquer l'autre, et ce qu'il dit de notre société. Et Stromanslang, qui est un peu l'équivalent de Drumanslang, qui était un mouvement romantique allemand. Donc là, on détourne pour parler des slangs, de l'argot, et comment l'argot aussi parle de notre société, nous exprime un peu sur les évolutions de la langue, et aussi sur cette question de l'altérité. C'est que l'argot est profondément un langage de l'altérité, un langage multiple, où il y a différentes influences, et justement c'est face à cette vision monolithique de la langue que le Pickle Bar s'est un peu développé. Il y avait je reviens un peu en arrière, parce que le Pickle Bar, c'était cette métaphore aussi d'un bar, donc d'un lieu où les gossips se créent, où il y a des formes de langage aussi moins officielles qui se développent. Et c'était justement aussi ces moments plus informels qui nous intéressaient. Donc avec toutes les lectures, performances, il y avait toujours ce moment plus informel où les langues se déliaient. Donc vous voyez sur les 3 affiches qui ont été designées par mon ancien collègue Stan Delatrice, donc du studio Slavs and Tatars, ces langues qui se lient, qui se délient, qui se battent parfois. Et c'est en tout cas quelque chose de très important ces années précédentes. Puis est arrivé le moment où je suis revenue en France, où je me suis questionnée justement sur ces langages, qu'est-ce qui est signifié. Et est arrivé donc un autre projet important, on va dire, dans la recherche sur le langage, c'est le texte. J'ai été en fait lauréate de la bourse Textwork de la Fondation Ricard, qui m'a permis de réfléchir sur justement les formes d'argot
et le plurilinguisme dans les arts visuels. Notamment à travers des formats performatifs et autour d'artistes de la scène française. Donc Hussein Nasreddine, qui est un artiste basé entre le Liban et la France, Fatma Chefi, entre la Tunisie et la France, deux graphistes, Garin Gokseyan, qui est basé en Belgique, qui est d'origine arménienne mais libanaise, et enfin Megan Brower, qui a beaucoup travaillé aussi sur la question du langage argotique et d'une langue de l'oralité qui est directe et qu'elle transforme en texte également. J'ai encore un peu de temps. Je passe rapidement. Et on arrive à ce dernier projet aussi qui est un jalon dans la recherche sur le langage, donc cette exposition parole-parole avec des artistes qui questionnent on va dire le formalisme, en tout cas des formes plus sculpturales ou alors de la poésie concrète à partir du coup des langages et surtout du plurilinguisme. Il y a une figure très importante dans cette exposition, c'est Patrizia Vicinelli, qui est une artiste italienne qui est décédée et qui a été une figure assez importante du plurilinguisme en Italie. Donc elle utilisait l'anglais, le français et l'italien. Et sa poésie s'est vraiment affirmée comme une recherche de la déstructuration de la langue qu'elle appelait bourgeoise à l'époque, puisqu'on est quand même aussi en 68, et un rapport assez direct avec la langue. Je passe vite fait les images de l'exposition, mais je passe le micro aussi à personnes qui sont à côté de moi. Merci. Mais allez voir l'exposition, elle est magnifique. Ce que je propose, c'est qu'on fasse un peu une présentation chaque fois des différents invités de leur pratique, et après on reviendra un petit peu sur chacun et chacune d'entre eux pour réévoquer des points particuliers sur ce qu'ils présentent et elles présentent. C'est vert, je pense. Ah oui, il m'a dit qu'il changeait. Bonjour, moi c'est Sarah Wadou et je vais vous présenter un petit peu globalement plutôt ma pratique d'abord et ensuite on va rentrer dans le sujet je pense. Donc moi j'ai une pratique que je dis collaborative dans le sens où toutes les œuvres sont pensées et conçues en collaboration avec des communautés artisanales ou des artisanes seuls que j'ai rencontrés au fil de grands voyages. Donc c'est toujours des projets sur un temps très long qui demandent d'abord de prendre le temps de rencontrer les gens et de comprendre leurs pratiques, de m'intéresser à leur contexte, à leur territoire, et c'est en fonction en fait de la relation que je vais tisser avec ces gens-là qui ont souvent des savoir-faire qui évidemment me passionnent, que vont naître des œuvres. J'aime particulièrement les rencontres où l'objet ou la pratique, le geste, je vais les qualifier de figés, c'est-à-dire la forme est arrêtée depuis quelques siècles, parfois c'est des millénaires, elle est arrêtée en fait cette forme, ou alors le même geste est répété depuis maintenant 4, 5, 6 générations. Et j'aime comprendre, je commence par vouloir comprendre pourquoi ça s'est arrêté et quelle est la volonté derrière en fait. Est-ce que cet artisanat-là ou cette pratique-là doit s'arrêter comme ça parce que tout le monde a envie que ça s'arrête, ou est-ce que c'est des raisons commerciales? Parfois ce sont des objets très 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 vendus et donc dans une logique économique on va arrêter de faire bouger l'objet formellement ou de faire bouger le geste ou de faire bouger les outils. Et puis d'autres fois c'est un objet qui est devenu désuet, tout le monde s'en est désintéressé. J'ai aussi eu des contextes géopolitiques complexes, des contextes religieux compliqués, et c'est tout ça qui vont m'intéresser. Donc en fait, l'objet est un peu un prétexte pour raconter les humains. Ça rejoint un peu ce que disait Loïc au début, c'est vraiment l'objet, et je vais vous montrer une image pour continuer à vous parler un peu de ma pratique sous un angle un peu différent de ce que je fais d'habitude. Et donc voilà. Cette image que je voulais vous montrer, c'est un peu ce qui se passe dans mon atelier pendant les rencontres. Donc c'est une pratique de cartographie, de carte mentale, assez simple. Je travaille par image, donc je ne travaille pas du tout par écriture. Je travaille par forme et je perçois vraiment les objets comme un langage.
et les gestes, la mémoire des gestes. Et donc cette image, elle est importante puisque ces cartes-là, je les fais sur les années. Cette carte, c'est 5 ou 6 ans de travail. Elle est toujours en cours et je pense qu'elle est ouverte jusqu'à point d'interrogation. Et l'idée, c'est que la première fois que je rencontre, ou plutôt au moment de la rencontre où on va se dire « bon, ben là, il y a quelque chose à faire ensemble », c'est que de mon côté, je vais penser l'œuvre pour qu'elle ait une forme d'utilité, autant pour moi, puisque je suis l'artiste, c'est forcément utile pour moi, mais qu'elle ait aussi une forme d'utilité en face. Et cette utilité, on la définit ensemble par ces années, ces mois de conversation, en fonction des contextes et de ce qui est attendu. Et donc, en général, je ne sais jamais ce que je vais faire quand je démarre. Je connais le matériau, donc la céramique, le verre, l'artisanat, c'est aussi le textile, la laine, la broderie. Mais je ne sais pas quelle forme elle va prendre. Et j'aime l'espace de l'art contemporain pour ça, parce que c'est une très grande liberté. Et à partir de ces conversations, je vais aller tirer le fil de l'histoire de ce geste ou de cet objet avec l'artisan ou l'artisane en question. Et c'est ce qui donne cette carte. Et on va comme ça ponctuer les rencontres, l'archéologie, l'anthropologie, faire se superposer les savoir-faire, les sciences, les gens. Et c'est ces conversations qui vont définir notre cahier des charges. Et à ce moment-là va naître une forme que, bien évidemment, souvent je dessine au préalable, mais cette forme naît vraiment de la conversation et elle ne peut pas exister autrement chez moi. Et je dirais que ce qui lie un peu toutes ces production, c'est qu'effectivement, pour nous, pour l'artisan comme pour moi, l'objet qu'on va décortiquer ou à partir duquel on va travailler est un objet de communication. Souvent, les objets ou le geste qu'on va déplier, comme sur cette carte, on va jusqu'à la proto-histoire. J'essaye toujours d'aller jusqu'à l'origine de l'objet pour comprendre d'où il vient. Et je m'aperçois la plupart du temps que c'est un objet de mémoire. C'est un objet qui a été là parce qu'on a voulu enregistrer un moment précis, un savoir-faire précis. Et ce qui est encore plus magique pour moi et que j'essaye de raviver à travers les rencontres, c'est de rappeler que c'était un objet qui, quand il voyage, je sais pas, il a été fabriqué dans le nord du Maroc et puis je l'emmène en Ouzbékistan chez des artisanes qui brodent. La broderie est différente, mais le message est le même. Et la plupart du temps, il est reconnu. Et ça, je trouve que c'est super beau et de plus en plus, et c'est pour ça que ces cartographies sont importantes pour moi, j'essaye de faire ces grands ponts dans ces savoir-faire et de les ramener et de faire se croiser ces objets-là pour que les gens se souviennent qu'en fait, il y a vraiment presque un terreau commun, les choses sont singulières et différentes, mais au final, et je vais vous montrer une œuvre en particulier, voilà, je vais vous montrer du textile, elle est visible chez Polaris, celle-là. Je vais montrer celle-là parce que le textile, c'est un des meilleurs exemples pour parler et à la fois de la façon dont je travaille ou de la façon dont se développe ma pratique, mais aussi du geste et du matériau lui-même. Le textile, c'est un des savoir-faire les plus anciens. Et moi, je m'y suis intéressée un peu comme tout le monde parce que je trouvais ça beau et parce que ma mère tisse. Et qu'elle tisse depuis qu'elle a 12 ans, évidemment, et que, bien sûr, j'ai grandi dans son tissage. Et jamais, jusqu'à peut-être mes 20 ans, c'est très tard, je m'étais posé la question de ce qu'elle tissait. C'était tellement évident. Je ne m'étais jamais posé la question. Et un jour, pendant mes études, je vois passer plein d'objets et je commence à comprendre mon affinité pour les objets. Je lui pose la question de savoir, mais en fait, tu as tissé quoi ? Et elle-même, et c'est là où la graine a été plantée, je pense, elle-même ne savait plus. Elle-même, quand elle décrit son tapis, elle dit « mais tu sais, j'ai fait ça, on faisait ça ». Et donc, plus tard, 10 ans après, je reprends ma question avec un peu plus d'outils. Je vais voir ma grand-mère, mes tantes et tout, et je leur dis « non, mais en fait, elle a fait quoi quand elle a fait ça ?» Et c'est ma grand-mère, la première, qui dira « mais tu sais, en fait, elle tissait la cour de la maison, et c'était la seule qui... parce qu'il y avait des petites figures dans son tapis, et c'est la seule qui fera le portrait de ses sœurs. » Et je trouvais ça trop beau, parce qu'en fait, il n'y avait pas d'appareil photo, donc elle a dessiné sa famille, quoi. C'est vachement bien. Et elle s'en souvient même plus, et je pense qu'elle est sincère, ma mère, quand elle s'en souvient pas, tellement ça n'a pas d'importance.
Et c'est ça qui m'intéresse, c'est cet endroit qui en fait est très important. Et ça, je vais le retrouver chez tous les artisans que je vais rencontrer. C'est cet oubli, et les générations d'après ont oublié parce que ce truc disparaît. Et ce qui m'intéresse, c'est de voir comment cette force peut rester et traverser le temps. Et donc moi, j'ai récupéré ces tapis et je suis partie avec. J'ai traversé le Maroc, puis le Japon et dernièrement l'Ouzbékistan pour demander aux gens ce que ça leur évoquait et ce qu'ils voyaient. Et je me suis aperçue qu'à chaque fois, c'est assez beau parce que tout le monde comprend que c'est une mémoire. Mais bien sûr, personne ne peut lire le souvenir, il est tellement personnel. Mais tout le monde sait que c'est une mémoire, c'est la mémoire de quelqu'un. Et je trouve que c'est déjà parlé. Enfin, ça y est, en fait, l'objet parle déjà. Et donc moi, j'ai fait le même exercice, je crois que c'est l'année dernière, il y a 2 ans, où j'ai décidé de me rappeler, à travers le tissage et paysages de mes parents que j'ai connus enfants. Et à l'époque, je n'avais pas d'appareil photo, donc je n'ai pas de souvenir de ces endroits. Enfin, j'ai pas de souvenirs visuels, moi qui adore les images, j'en ai pas. Et je me suis dit, je vais les reconstituer, je vais le faire comme les premières tisserandes au monde l'ont fait, je vais le faire à travers le tissage. Et donc là, il y a le village de mon père et le village de ma mère à Meknes, qui sont 2 petits villages ruraux, un l'hiver et un l'été, avec les gens qui travaillent dans les champs. Les couleurs, tout est discuté avec un groupe d'artisanes dans la campagne de Marrakech qui a fait ce travail-là. Donc voilà, ça c'était un exemple, mais mon travail s'articule un peu de manière générale comme ça, entre histoire personnelle et histoire des objets. Voilà. Wow, merci. Lucas, peut-être que tu veux enchaîner avec toi un peu ta pratique, et après on reviendra un petit peu sur tout ce qui a été dit, et on pourra un peu croiser tout ça, si ça vous va. Ça marche comment Ah tiens, oui, ça marche. Tu as une zapette, tu appuies sur le vert pour passer. Et le rouge pour revenir. Bonjour, je suis Luca Resta, je suis d'origine italienne, mais bon, je vis en France depuis désormais quelques années. J'ai une pratique liée à la sculpture, à la matière. Je travaille surtout le marbre, mais j'ai aussi une pratique, je peux dire, liée à la collection. En fait, toute ma recherche est structurée sur une sorte de kleptomanie liée à des objets jetables. Le premier objet que je me suis intéressé, j'étais encore au Beaux-Arts, donc il y a 20 ans, plus ou moins, c'était les boîtes en carton. J'étais intéressé en fait à les codes, à tous les graphiques qui étaient imprimés sur des cartons, en fait, un sorte de langage. Et en fait, j'ai commencé à les accumuler. Ma première expo personnelle, c'était en 2009. Et en fait, à ma première expo, ce que je vais, c'est simplement exposer toute ma collection de boîtes à carton. Et donc, en fait, j'ai senti qu'il y avait un lien avec la collection. Ce que vous voyez ici, c'est le résultat de l'attention qu'il m'a pris, en fait, les outils qu'on utilise à manger. C'est une collection que j'ai commencé en 2013. Par hasard, parce que ça m'intéressait, je voulais reproduire des outils à manger en marbre, et donc j'avais produit les baguettes chinoises, je m'intéressais à une fourchette, et là j'étais je chasse une fourchette, je cherche chez moi un plastique, et je me retrouve en fait qu'il y en avait pas mal, et tout était différent. Et là ça a ouvert en fait tout un chemin, j'ai commencé à en chercher. Là, la collection que vous voyez, là, c'est en partie. Voilà, ça, c'est la deuxième fois que j'ai eu la possibilité d'exposer la collection. La collection, elle compte aujourd'hui 3500. Non, aujourd'hui. À l'époque de l'expo, il y a 3 ans, ça comptait 3500 objets et j'arrive à en ajouter plus ou moins 300 chaque année. Là, donc, la collection, elle compte plus ou moins 4000 faciles objets tout différents. Et ce n'est pas la seule collection que j'ai faite. J'ai une collection de bouteilles en plastique, j'ai une collection de packaging des supermarchés. Et tout ça, en fait, sont mes collections, sont mes œuvres. Et c'est le bassin sur lequel, en fait, j'ai construit ma recherche plastique. Là, vous, en fait,
Il n'y a pas. Ah non, il n'y a pas. Bon, bref. La dernière partie de ma recherche plastique, vu que je suis intéressé au marbre, j'ai toujours utilisé le marbre, les déchets des marbres, parce que bon, sont plus, coûtent beaucoup moins. Il y en a énormément. Seulement qu'au départ, en fait, ces déchets, je les transformés en objets. Donc en fait, la matière et l'origine, ça disparaissait. Il y a 3 ans, j'ai commencé toute une recherche où je mets en relation les déchets des marbres et les déchets, en fait, toutes les textures qui viennent dans le packaging. Parce que tout le packaging, les bouteilles en plastique, en fait, sont produits, sont des objets qui nous passent entre les mains. On les consomme, on les jette. Mais en fait, ils sont pensés et ils portent sur leur peau, en fait, tout un paquet des signes, des textures. Et voilà, ça. Par exemple, dans cette pièce, c'est une pièce plutôt grande, où en fait le décor, la forme géométrique, ça vient le packaging d'une galette du roi vendue au supermarché lors de la galette du roi. Que en fait j'ai sculpté sur toute la surface comme si le morceau provenait d'un palais, d'une civilité disparue, travaillé en fait pour faire vieillir la pierre. Donc en fait c'est sculpté à la main et travailler avec des techniques liées aux fosseurs et à la restauration pour transformer et donner une histoire à un déchet. Donc en fait c'était lié de décorer des déchets avec des autres déchets. Et voilà, bon. Soit par exemple tous les dessins c'était à l'idée de travailler un peu le hiéroglyphe. Et toutes les images que vous voyez sont des logos présents. Le cheval, c'est un bouteille d'un huile tunisien qu'on trouve partout dans les supermarchés. Le symbole de la Schweppes plutôt que. Et donc on a pensé sculpter jusqu'à la pièce qui est présentée pour celui-là pour le prix. Et ça rentre un peu plus dans ce concept du langage. Ça, c'est la phrase « fait en plastique » que moi j'ai retrouvé imprimée sur un verre à bière en plastique où était marqué « fait en plastique » en 18 langues différentes. Et donc en fait j'ai décidé de le sculpter avec en fonte romaine, comme les épigraphes et tout ça. Et après, je me suis rendu compte, j'avais choisi cette partie parce qu'en fait, il y avait au milieu le grec. Et j'aimais bien en fait des lettres qui ne font pas partie de mon alphabet. Et après la réalisation de cette pièce, en fait, j'ai fait une recherche et le mot plastique que nous, on a décidé d'associer à le matériel, en fait, c'est un mot grec que les Grecs ils utilisaient non pour un matériel, mais en fait pour indiquer quelque chose réalisé par la main de l'homme. Et donc en fait j'ai trouvé génial le fait que ça c'est le fait en plastique, donc fait en matériel plastique, mais c'est comme si c'était écrit fait par la main de l'homme. Donc en fait il s'est raconté lui-même. Voilà, ça c'est un peu en général, j'espère que ça. C'est super, merci beaucoup. Ça amène plein de questions potentielles par rapport à ce qu'on a pu voir. J'ai un petit peu une première question qui est un peu peut-être pour tout le monde, mais je pense surtout aussi à toi Lucas par rapport à ce que tu viens d'énoncer. C'est finalement, là lorsqu'on voit tes pièces, notamment qu'elles sont écrites en latin, en grec et dans d'autres langues que je ne maîtrise pas du tout, est-ce que justement une langue elle peut exister sans forcément une communauté pour la comprendre ? Est-ce qu'un langage artistique également peut exister sans les codes de compréhension qu'on pourrait avoir? Je pense aujourd'hui par exemple à la question de l'iconographie, lorsqu'on regarde par exemple des peintures
du Silène 17e qui sont religieuses aussi, qui évoquent toute une histoire qu'il faut connaître en fait, et on a les codes où on les a pas. Mais ça amène beaucoup de questions à la fois d'un côté sur la langue, sur la compréhension et à la fois sur l'image. Bon, alors, je pense que ça peut exister, dans le sens, même une image, même les fresques, les tableaux dans les églises étaient peignés pour raconter en fait une histoire à les gens les croyants, même s'ils n'avaient pas les codes, tous les codes qu'en fait les peintres ils inséraient dans le tableau. Donc en fait, le tableau il avait beaucoup de niveaux de lecture. Pour les gens, si tu as des codes, tu t'arrêtes, tu peux aller en profondeur. Et je pense qu'une langue, ça peut être même là, c'est la même chose dans le sens où il y a un côté esthétique. Et le côté esthétique, c'est visuel, c'est une image, c'est un peu, bon, tu as un passé d'archéologue ou une base d'archéologie. Et l'écriture est un peu née comme ça, dans le sens de traduire en partant d'une image et la transformer en quelque chose d'autre. Et toi, en tant qu'artiste, ça te convient tout à fait que quelqu'un regarde ton œuvre, par exemple celle-ci, qui est quelque part là, enfin en tout cas la stèle, voilà, cette œuvre-là, et finalement, soit peut-être juste je la regarde, mais je vois pas trop ce qu'il y a derrière, et finalement le texte de ce que tu es en train d'évoquer, il va falloir aller le chercher et le gratter. Là, moi, je regarde en passant vite fait dans n'importe quel endroit d'exposition, je me dis c'est une stèle funéraire de l'époque impériale romaine, super. Et en fait, ça amène ma question de justement la question de ce qu'on projette dans l'œuvre d'art. Je parlais d'une écologie, une iconographie beaucoup plus ancienne, mais c'est pareil aujourd'hui sur un art plus conceptuel, en tout cas plus contemporain. C'est qu'est-ce qu'on peut projeter dans l'œuvre d'art aussi lorsqu'on n'a pas forcément la clé de lecture. Mais c'est une question qui est un peu valable pour tout le monde. Après, ça amène des questions aussi juste d'apprécier l'œuvre d'un point de vue très peut-être basique aussi, d'un ressenti, de quelque chose qui sort justement du contexte du langage, mais je sais pas. Moi, si je peux rajouter quelque chose, comme je le comprends aussi, c'est qu'une image, comme le langage, est pouvoir. Et que toi, tu joues aussi justement avec cette question de pouvoir du langage. C'est le plastique et aussi l'internationalisation ou la mondialisation de ce gobelet qui va être uniformisé en tout cas, et qui va, par le langage, en fait, avoir une sorte de stop, qui peut être vendu autant en Grèce qu'en Italie qu'en France. Et cette question peut-être du pouvoir aussi qui est derrière le langage, d'une langue peut-être nationale, qui est peut-être une langue coloniale aussi. En tout cas, c'est comme ça que je comprends, si je me permets un peu d'intervenir. Ouais, tout à fait. Ça amène aussi une question peut-être aussi. Justement, comment est-ce qu'on va exposer une œuvre qui peut résister à la traduction aussi ? Ça peut être aussi une question de curateur aussi, mais d'artiste également, évidemment. Si, moi je le prends même en compte dès le départ. Mais parce que j'ai affaire à des gens qui... Quand j'arrive dans un village, j'ai affaire à des codes qui ne sont pas du tout les miens, ou des gens qui sont... on est complètement décorrélés de ce que moi je vais apporter ou de ce que je projette. Et du coup, c'est vrai que sur cette question de comment ça va être perçu, ou quelles sont les différentes lectures, ou les différents niveaux de lecture, moi, je l'intègre dès le départ, et même au début, avant d'aller très loin dans toutes les réflexions qu'un artiste peut apporter à l'œuvre, les artisans vont m'amener à penser d'abord à ce qu'on voit, et à être OK avec l'idée qu'on ne va pas du tout tous voir la même chose, et que la profondeur de 10 années de travail, quand on passe devant, non, elle n'y est pas. Mais c'est complètement OK parce qu'il va se passer autre chose, et c'est vrai que même l'esthétique de certaines pièces est même pensée par ce biais-là. Mais c'est parce que j'ai affaire à des gens qui sont déjà hors art. Et ça amène un petit peu, ça me rappelle peut-être une autre interrogation que j'ai, et qui ramène un petit peu ce que tu as appelé, Patricia, c'est finalement, lorsqu'on travaille avec du langage, qu'on travaille avec des formes visuelles, est-ce qu'on travaille forcément avec des rapports de pouvoir ?
Moi, c'est quelque chose, en tout cas, que j'ai essayé un peu de déconstruire avec cette question de l'argot et du plurilinguisme, en fait, justement du plurilinguisme comme l'acceptation que nous ne sommes jamais monolingues, en fait. On n'a jamais qu'une seule langue. C'est Derrida qui parlait du monolinguisme de l'autre, qui disait « je n'ai qu'une langue et ce n'est pas la mienne ». Mais justement, pour déconstruire cette question d'un langage qui est d'une langue nationale, qui est un peu héritée du 19e siècle, de façon très, très nationale. Et en tout cas, dans les projets que j'ai brièvement présentés, donc la question sur l'argot ou sur le plurilinguisme, c'était vraiment cette acceptation que la langue, en tout cas le langage à l'inverse de la langue, le langage est l'acte de parole qui peut trébucher, qui peut hésiter, qui peut aussi être influencé de différentes choses, comme voilà, on est autour d'une table, on discute, et que c'est tout à fait ok d'accepter aussi ces hésitations. C'est quelque chose que j'ai essayé de faire notamment avec l'exposition Parole-Parole, qui met vraiment en avant le curatoriat aussi comme une forme relationnelle. Je pense que c'était, peut-être que je réponds déjà à une des questions que tu avais, mais être commissaire d'exposition, c'est aussi être entre différents discours, langages, et s'adapter aussi à ces différents niveaux de lecture. Je ne m'adresse pas au public à Berlin comme je m'adresse au public à Delme, parce que ce sont des contextes qui sont différents, la langue n'est pas la même, les influences aussi linguistiques ne sont pas les mêmes. À Berlin, je parle en anglais, voilà. Et je disais l'allemand, c'est la langue de l'administration. Mais en tout cas, cette forme relationnelle aussi, de travailler avec des artistes qui ont d'autres langues, qui en fait nous amènent parfois à nous questionner sur notre propre langue et aussi à apprendre constamment. C'est que j'ai beaucoup appris de ces années à Berlin, au Pickelbar, à avoir une diversité de langues autour de moi. J'ai beaucoup appris forcément aussi de l'argot et des insultes, parce que c'est un peu la première chose. On a tous et toutes déjà demandé à quelqu'un de nous apprendre une insulte dans une autre langue. C'est un exemple très, très pratique. Mais en tout cas, cette forme relationnelle qui s'entretient dans le curatoriat, je pense que c'est une clé. Justement, ça me mène une question un peu qui est un peu dans la lignée de tout ça. C'est est-ce qu'aussi la langue, elle peut provoquer une forme d'exclusion dans l'art contemporain, selon vous? Une langue parlée ou une langue... Justement, la langue, lorsque tu t'exprimes dans un latin, dans un italien, dans un anglais, ça va être forcément excluant. Et est-ce que c'est ok de faire ça, entre guillemets? Est-ce que c'est Ça peut exclure, dans le sens il y a beaucoup de choses qui excluent quelque chose d'autre, parce que ça dépend en fait si tu connais une certaine langue ou pas. Mais je pense qu'en fait ça ne doit pas empêcher de l'utiliser, parce qu'en fait ça aide l'autre à lui probablement ouvrir une porte, un accès, un intérêt, une curiosité. De moi, par exemple, le travail que j'ai réalisé là pour la foire, moi je ne parle pas ni latin, ni grec ancien, ni copte, ni langue disparue. Mais la langue, ce n'est pas mon fort, mais ça m'a intrigué, soit d'un point de vue esthétique et soit d'un point de vue des mots. Et donc j'ai commencé à l'étudier et à rentrer en fait dans ce domaine. Et je pense que l'art ne doit pas tout expliquer, être tout clair. Il y a des côtés d'inconnus qui sont les parties plus intéressantes, parce que ça permet à qui regarde de s'arrêter et de s'intéresser, de pouvoir passer autre. Et c'est aussi pour cette raison, la question que tu m'avais posée avant. Moi, j'adore quand il y a quelqu'un qui en fait il passe à côté, il pense, voilà, ça c'est un épigraphe. Au début de la foire, il y a une visiteuse qui est passée. Elle s'est arrêtée, elle m'a demandé si les œuvres étaient faites par l'artiste ou si l'artiste les collectionnait, et donc étaient des originaux. Et pour moi, oui, parce que c'est entre les deux, ça crée une ambiguïté
que ça crée, à mon avis, c'est l'intérêt, c'est une ouverture, une possible ouverture. Après, ce qu'il y a au-delà, c'est libre. Mais oui, C'est vrai que la question de l'appréciation, elle est primordiale dans cette question justement de transmission et de traduction. Et ça amène un petit peu aussi une autre chose que j'aimerais évoquer, parce que c'est très prégnant, notamment chez toi, Sarah, c'est la question de l'oralité et la question de la déclaration. Parce qu'on sait qu'il y a notamment des langues qui n'ont pas de grammaire, qui ne sont pas écrites, et parfois les artistes justement sont les passeurs, ou en tout cas, toi, en tout cas, tu fais ce travail-là de passeuse entre des communautés qui n'ont pas forcément de manière d'écrire, ou ça devient une espèce de chose orale qui revient par ton biais d'artiste à devenir une œuvre, devenir un alphabet, de créer des choses comme ça. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce rapport justement à l'oralité, à ce rapport à des choses qui n'existent pas, qui sont intangibles, et toi tu leur donnes corps, et dans quelle position ça met l'artiste également? Parce que c'est vraiment une position extrêmement incroyable, presque de sociologue aussi en fait. Elle est délicate et elle rejoint ce que tu viens de dire et un peu les considérations dont on a parlé juste avant de prise de pouvoir, ou très politique aussi, parce que cette volonté de vouloir traduire ce qui ne se traduit pas, je crois qu'elle existe depuis très 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 longtemps. Et en fait, je me suis confrontée à la question le jour où j'ai comparé des récits, des traductions d'anthropologues français, néerlandais, allemands, de poèmes que j'entendais chez moi, à Mazir, ou marocains que j'entendais à la maison, et je les lis en anglais, en français, pas en arabe, parce que du coup je le lis pas, mais c'est encore une autre question, mais du coup je les lis et je m'aperçois qu'entre ce que croyais avoir compris et ce que le scientifique dit, il y a un monde. Et là je me dis, tiens, c'est drôle, mais en fait ça marche pas, il y a un truc qui marche pas. Et je vais avec mes petits textes, pareil, je vais voir tous ces gens du terrain et je leur dis, mais vous en pensez quoi? Et tout le monde rigole et tout le monde me dit, mais bien sûr ça marche pas. Et je l'ai trouvé le décalage extraordinaire, et moi ça m'a mis dans une position très bancale, parce que je suis allée à l'école en France, parce que moi j'ai étudié tout ça et c'était ma vérité. Donc moi aussi ça m'a mis dans un truc assez étrange, et je me suis dit tiens, il faut que je trouve ma place dans cet endroit qui marche plus. Et c'est comme ça que j'ai aussi commencé à poser la question, et ça rejoint la question précédente sur être exclu. C'est comme ça aussi que j'ai beaucoup pensé à toute cette génération de gens illettrés qui arrivent quelque part et qui est complètement exclu de ce système écrit. Et comment est-ce qu'ils perçoivent le monde alors que ça ne peut pas leur parler? On est forcément dehors puisqu'on ne peut pas déchiffrer. Et c'est ces deux questions qui m'ont amenée à effectivement me mettre dans cette posture où je me suis dit, tiens, et si je m'inventais le mien? Et c'est comme ça que j'ai commencé à effectivement traduire ce qui ne se traduit pas. Donc ce que j'ai compris qu'en fait, l'oralité, ce geste de le traduire, il est presque absurde, mais on veut tous le faire. Et je me suis mis à cet endroit et je me suis dit, ok, comment est-ce que moi, avec cet héritage issu de l'immigration, où on est arrivé illettré, mais on parle 3 langues orales, qui n'ont pas d'équivalent écrit, où l'objet est un langage, et il y a 1 milliard d'objets, donc plein de matériaux. Comment est-ce que avec tout ça, je fais mon propre langage, et je me mets dans cette posture où je traduis les poèmes, les contes, que je connais du coup personnellement et affectivement très très bien. Et c'est un peu aussi la grande porte par laquelle j'entre quand je rencontre aussi les communautés artisanales, parce que ça nous parle à tous. Et c'est comme ça que je crée les œuvres, ouais. Mais c'est une posture politique très dure et même des fois très violente. J'ai une petite anecdote là-dessus. Il y a une fois où j'ai voulu demander justement à tous ces gens pour qui écrire c'est graver, tisser, broder. Donc je vais voir des brodeuses et je leur ai demandé, j'y vais avec du papier que j'ai fabriqué, j'y vais avec un pinceau, je détourne un peu le stylo mais en fait c'est tout pareil, et je leur demande de me tracer ce que d'habitude elles brodent ou ce que d'habitude elles tissent. Et je vois, comme chez ma mère, la première fois qu'on va aux impôts et qu'on lui dit signe, c'est ultra violent.
Et inconsciemment, j'ai refait le geste, mais je ne savais pas que c'était ça que j'étais en train de faire, parce que moi, j'y suis allée en toute naïveté en me disant, mais c'est juste pour enregistrer le signe sur papier, puisque c'est mon langage. Et quand je tends le pinceau et que je vois l'hésitation, je me suis dit, mon Dieu, c'est horrible ce que je fais. Et j'ai continué, et c'est les livres qu'on voit en images qu'on a passé rapidement. Mais en fait, j'ai continué parce que j'ai voulu comprendre, et je trouve que le processus de compréhension, il passe forcément par des endroits comme ça. Donc j'ai gardé ces pièces, et elles me rappellent toujours, et à la fois mémoire d'enfant, que c'est pas inné en fait. C'est pas dans ta culture, c'est pas dans ta culture, et c'est pas ton langage, c'est pas ton langage. Et à quel point ça peut être excluant, et à quel point... Et voilà. Et après, comment est-ce que ces gens s'en sortent? Comment est-ce qu'on dépasse le truc? C'est ce que tu disais. En fait, on plonge dedans et puis on trouve d'autres façons et ça finit par fonctionner. Mais ouais, voilà, j'espère que ça répond un peu. Oui, mais ça m'évoque une autre chose aussi, c'est la question de l'effacement de la langue par justement des populations qui se déplacent, qui viennent par exemple en France ou en Allemagne, dans d'autres pays, où en fait il y a des générations qui font une espèce d'omerta, qui tentent d'effacer, pas d'effacer volontairement peut-être, mais qui n'utilisent que la langue locale. Et on a des première, seconde génération d'enfants qui ne parlent plus la langue initiale des parents, des grands-parents. Ça crée quand même une violence qui d'ailleurs a été une violence coloniale initialement, parce que c'est une chose qu'on a fait beaucoup, nous, par exemple la France, de faire effacer la langue, que ce soit dans les territoires en Afrique ou en Asie, et même sur les territoires français aussi. Je veux dire, dans les années 1900-1910, en Bretagne, on interdit dans les écoles de parler le breton. Même chose en Occitanie, en occitan, pareil chez les Basques. Il y a une espèce d'uniformisation des langues. Et du coup, est-ce que ça crée aussi également une uniformisation de la société et des artistes? C'est peut-être une question aussi qu'on peut se poser. Je ne sais pas si je sais pas si ça peut apporter quelque chose de l'eau au moulin. Mais en tout cas, c'est une question que je me pose. Moi, c'est finalement... qu'est-ce que ça a amené à la culture de faire un effacement presque involontaire de nos mémoires, en fait? Non, mais ça me fait un peu penser, peut-être que j'extrapole et puis vous me récupérerez si je vais trop loin, mais ça me fait penser à un texte de Ito Steyler qui s'appelle International Disco Latin. Et en fait, il parle des inégalités dans l'art et dans la façon de s'exprimer dans l'art contemporain, parce qu'il y a quand même un anglais qui est dominant, qui est en fait une langue dans laquelle on lit les théories beaucoup. Donc il y a forcément cette question de la traduction. J'en parlais avec quelqu'un qui est un artiste ukrainien et qui me disait, nous, la théorie anglophone, on l'a seulement via le russe. Donc ça veut dire que tout est traduit en russe, mais n'est pas traduit en ukrainien. Donc il y a un peu ce passage qui était difficile. Et en tout cas, dans son texte, Ito, ce qu'elle raconte, c'est justement aussi d'accepter que cet anglais qui est décrié par, qui s'appelle le International Art English, qui est en fait un instrument de miroir des inégalités aussi, où on n'a pas tous accès à un anglais, on n'a pas tous accès à des cours d'anglais, on ne parle pas tous anglais forcément de manière excellente, mais l'art aussi nous permet de nous exprimer en anglais avec un anglais plus approximatif. Et c'est un peu ce disco, en tout cas, cette possibilité d'être un peu plus flexible avec la façon dont on utilise l'anglais, de se l'approprier aussi, d'utiliser notre propre langue dans la façon dont on conçoit, on théorise l'art, qui est important. Alors j'extrapole de cette question, mais on parlait d'uniformisation aussi, de comment nous aujourd'hui on théorise l'art, quel langage on utilise, quelle forme de discours on utilise pour cette théorisation. Ça revient à cette question justement de l'argot, ou en tout cas j'ai l'impression qu'il y a un tournant discursif aussi dans les arts visuels, c'est qu'on ne peut plus concevoir d'exposition ou de foire sans un moment d'échange et sans un moment en fait de discussion collective, donc où la parole et où nos langages sont mis en avant. Et c'est peut-être ça aussi qui nous permettra un peu de résister, c'est que la forme orale aussi de la parole, nos hésitations, les mots sur lesquels on bute, le franglais ou l'utiliser l'allemand ou n'importe quelle autre langue nous permettra un peu de résister à cette uniformisation. Après, il y a aussi, parce que ça a été évoqué plusieurs fois, la question des traductions.
En fait, nous, on pense que traduire, on peut tout traduire et qu'on traduit vraiment parole par parole. Mais en fait, c'est bon. Là, c'est Eco qui l'écrivait. On traduit jamais pareil. On dit pas on dit presque la même chose. Et c'est vrai parce qu'en fait, chaque parole, chaque façon de décrire quelque chose, c'est aussi lié à la culture. Et donc, en fait, moi, quand je suis arrivé en France, il y avait des mots que j'adorais en italien, que je n'arrivais pas à retrouver en français. Et en français, et je les trouvais, je dis pas, non pas nul, mais en fait, je n'arrivais pas à trouver le mot exact. Par contre, dans la langue, il y avait des autres mots et plusieurs pour décrire quelque chose qui, dans ma langue, c'était un mot et très simple. Donc, je pense qu'il y a aussi dans le langage, il y a toute une question culturelle très importante. Et c'est pour ça que le langage est intéressant quand on le traverse, on y rentre. Et on découvre aussi par le langage la culture. Tout à fait, mais ça m'amène aussi à une autre question qui peut-être un petit peu aussi avec ce que tu disais Patricia, c'est est-ce que finalement lorsqu'on fait du commissariat d'exposition ou est-ce qu'on fait de l'histoire de l'art, est-ce qu'on est finalement une sorte de passeur et de traducteur de tous ces schémas-là, à ton avis ? Je ne sais pas si on est... Enfin, moi, je ne suis pas linguiste et j'assume aussi cette position de ne pas être linguiste ni historienne de l'art, puisque j'ai fait des études d'histoire, et de ne pas être spécialiste de la langue. Et c'est juste aussi d'assumer que chacune, on a des façons de s'exprimer, on a nos langues, on a nos expériences. Et peut-être... c'est pas traduisible, mais on est des intermédiaires. En tout cas, on est peut-être des passeurs, passeuses de quelque chose. Je citais l'exemple avec le pickle bar, ça a été un moment assez important, en tout cas dans ma pratique curatoriale. C'est qu'il y avait beaucoup de diaspora aussi, de Berlin. Il y a eu le début de l'invasion à grande échelle en Ukraine, donc il y a aussi énormément de personnes de la scène ukrainienne qui sont venues à Berlin. Et toutes ces diasporas, en fait, sur cette scène internationale berlinoise, faisaient qu'on était en contact avec beaucoup de gens et que le lieu, en fait, le pickle bar a été cet endroit où chacune pouvait venir. Et comme je disais, ces moments informels, en fait, qui étaient parfois plus importants que la lecture elle-même. Mais plus une forme de passage, je dirais, ou d'intermédiaire, où on aide, où en fait on met en relation les différentes langues, différents langages, et il n'y a pas forcément, on n'est pas toujours obligé de traduire. On parle de traduction beaucoup depuis le début tout à l'heure. Et finalement, est-ce que traduire en tout cas ou transmettre de cette manière, est-ce que ça va être déplacer, ça va être peut-être trahir ou ça va être enrichir selon vous ? Quand j'ai lu cette question, j'ai trouvé que c'était trop dur. Je l'ai lu hier, je me suis dit, ouais. C'est super dur. Oui, c'est multiple. Mais je sais pas si je vais vraiment bien répondre à cette question, mais j'ai un petit bout. Mais ça rebondit à ce que tu disais, mais c'est un petit bout en vous écoutant. Mais j'y arrêtais pas d'y penser. En fait, en vous écoutant, j'arrêtais pas de me dire, mon Dieu, on est en train de trahir. Et ouais, j'arrêtais pas de dire ça. Et en fait, tu as parlé du lieu. Et je viens de me dire à l'instant que peut-être aussi, faut pas oublier aussi que le premier sentiment qu'on a, c'est peut-être ça trahit ce que j'ai entendu. Mais non, mais ça transforme aussi. C'est pas vrai. Et c'est comme ça le slang aussi. C'est qu'en vrai, on efface, c'est vrai, on efface, puis les générations, tu parles français, deuxième, troisième génération. Mais non, moi je me souviens, je me retrouvais dans les voitures avec d'autres enfants d'immigrés comme moi, et en fait, on a juste une autre langue. C'est un autre pays. Donc ça efface, mais ça transforme, et je crois que ça me va mieux que trahir. Tu vois, je suis un peu plus à l'aise que trahir, c'est dur. Il y a une façon différente aussi de dire les choses. C'est pas, à mon avis, c'est pas trahir. C'est le fait qu'en fait, tu peux dire dans une langue une chose et avec une autre langue et des autres mots, pas la même chose. Mais y arriver, et peut-être aussi avec les multiples langages, arriver un peu plus en profondeur de la chose. Parce que ça permet en fait des schémas différents. Moi je vois, en fait, c'est un peu, bon, quand je raconte ma pratique,
tout ce que j'ai produit depuis que je suis en France, j'ai un vocabulaire français. Quand je la raconte dans une langue qui n'est pas le français, elle me semble bizarre. Et ça me vient la même chose pour ce que j'avais produit en Italie, était né avec un vocabulaire italien, et la raconter avec une autre langue, donc aller rechercher. Et c'est une ambiguïté qui, dès le départ, c'était très compliqué, mais en fait, c'est même fascinant, parce que ça lie en fait ce que tu produis avec l'environnement où tu habites. Et je sais pas, Ça signifie que parfois il faut aussi s'échapper de ces questions de transformation entre différents lieux et différentes langues alors. C'est-à-dire qu'on doit pouvoir se dire que des œuvres d'art, des textes ont la capacité de ne pas être traduits, ne pas être transmis. Oui, ils sont transmis et quelqu'un il pourra les comprendre, les transformer, les restituer, selon aussi son point de vue. Même les traductions simultanées, c'est pas un mot par mot en fait, c'est qui traduit, écoute et retourne. Mais peut-être que plusieurs différents traducteurs ils pourraient traduire différemment. Le concept ça reste le même, mais même le choix des mots c'est un choix personnel. J'aurais dit pareil, oui, je pense que oui, effectivement. Et puis ce que tu dis, c'est très juste. Je fais effectivement constamment cet exercice d'aller essayer d'expliquer ce que je fais en marocain. Et en fait, je me suis rendu compte assez récemment que c'est absurde, ça marche pas. Ça marche pas du tout. Et du coup, c'est autre chose. C'est une autre... C'est pas une autre pratique, c'est la même, mais c'est un autre angle, c'est une autre porte. C'est encore autre chose et en fait, oui, c'est fascinant. C'est fascinant, il faut juste l'accepter que c'est comme ça et qu'en face, c'est récupéré encore différemment. Et à un moment, ça m'amusait même au Maroc d'écouter les médiateurs et médiatrices raconter l'œuvre parce que du coup, il n'y a tellement pas les mêmes concepts dans cette langue, puisque la langue est liée à la culture, que le récit est différent. Et ça a énervé certains commissaires qui avaient construit tout un discours pendant des années. Mais en fait, non, c'est le jeu. C'est juste comme ça et on ne peut pas leur en vouloir. C'est normal, en fait. Donc oui, c'est la vie des œuvres suivant aussi le contexte, ouais, bien sûr. Et suivant, en effet, où est-ce qu'elle va être présentée. On peut l'accepter. Et je fais une question aussi encore... qu'on a évoqué, parce qu'on a parlé des rapports de domination, et c'est un petit peu ce qu'on évoque là aussi, c'est est-ce qu'on peut coloniser par le langage dans l'art, de cette manière. Quand je parle de coloniser, c'est imposer des choses, parce qu'on sait très bien que l'art, c'est quelque chose qui est très regardé, très suivi, qui va être récupéré par la culture populaire. Et est-ce qu'on peut rentrer dans une espèce de forme de domination à travers les pratiques que vous avez d'artistes? C'est une question peut-être aussi d'un point de vue curatorial, et peut-être un petit peu compliquée, mais... Dans un sens peut-être plus métaphorique, en tout cas de jamais imposer un discours sur une œuvre. C'est un peu ce que je me suis fixé comme ligne en tant que commissaire. C'est que les œuvres ont leur discours, ont leur langage, et c'est à moi de faire en sorte de transmettre ceci. Sans imposer quelque chose, en fait vraiment partir de l'œuvre en tant que commissaire d'exposition. Et ça rejoint aussi ce que tu disais sur les médiatrices. Moi, je n'ai aucun problème avec une médiatrice qui va utiliser son langage pour expliquer l'œuvre et pour expliquer son point de vue sur l'œuvre. Et c'est à nouveau ce rapport de relationnel, comme toute communication l'est, d'ajustement, de discussion, et d'accepter en fait les différents langages et les différents points de vue. Oui, parce que longtemps on a été très péremptoire par rapport à la signification, au sens de l'œuvre d'art. Il fallait mettre un contexte, citer, on sait rien, Baudrillard, dire il y a une origine à l'œuvre d'art, il y a un texte qui a absolument, il y a un sens qui est apposé à cela. Est-ce que selon vous on échappe aujourd'hui de plus en plus à ces questionnements-là et on arrive peut-être plus à aussi une manière de soit interpréter de la manière dont on le désire, ou aussi même d'échapper forcément au contexte de la compréhension?
Moi, j'y ai été un peu obligée. Par la force des choses, je pense que ma pratique, mais ça va inverser un peu ta question, je crois, mais ma pratique, elle arrivait dans un espace où elle n'avait pas de place. Enfin, en tout cas, ça a été très compliqué au début, mais sans doute aussi parce que je ne savais pas très bien l'expliquer, mais même formellement, l'artisanat, voilà, on est dans un espace culturel où tout ça est très dissocié, où les règles sont très claires. Et donc j'arrivais avec un truc que j'avais du mal à définir, mais où en plus en face, il n'y avait pas vraiment l'espace. Et si, du coup, c'était l'inverse. C'était moi qui étais un peu colonisée, et donc j'ai dû à certains endroits plier. Et je ne l'ai pas fait très longtemps parce que ça ne marchait pas. Et du coup, ça a été l'inverse. Il a fallu créer l'espace. Et heureusement, on n'est pas tout seul. On est plein d'artistes et commissaires et plein de gens qui se sont intéressés à ces endroits. Et du coup, il a fallu les rendre plus poreux. Et même dans le sens, effectivement, de ce qu'on voit. Je pense qu'il y a une porosité qui doit se créer, qui existait peut-être pas et qui doit se créer. Donc, dans mon cas, c'était un peu l'inverse. Et ça met une autre question un petit peu sur la question de la géographie finalement des œuvres d'art aussi. Est-ce que selon vous aussi, une œuvre d'art, elle est vraiment dans un contexte extrêmement défini et lorsqu'elle sort de ce contexte, elle perd de sa force ou elle perd une part de sa vie? Je ne pense pas qu'elle va la perdre parce que elle amène avec elle son héritage. C'est sûr que c'est différent la façon dans laquelle peut-être elle va être interprétée et lue, parce qu'en fait, il faut, après on revient des codes, et il faut comprendre pourquoi certaines choses se réfèrent à des choses plutôt que des autres. Donc, c'est sûr que c'est lié en certaines géographies, mais c'est lié aussi à la façon où la culture elle se transporte dans le monde et permet en fait, comme les produits qui sont transportés, produits dans un coin et vendus à l'autre coin du monde, à la même façon, ils sont produits, ils sont consommés ailleurs et après on les interprète. Peut-être pour rebondir aussi dans le contexte spécifique de la synagogue de Delme, donc qui est quand même, pour le rappeler, donc une ancienne synagogue qui a été construite au 19e siècle, qui a été détruite par les armées nazies en 1943, si je ne me trompe pas, puis reconstruite après la guerre. Le dernier culte a eu lieu en 1981, puis il a été décidé par la politique culturelle d'en faire un lieu d'art. Donc forcément, il y a cette symbolique. Donc c'est vrai que les œuvres prennent un côté, il peut y avoir, j'avais un peu peur, j'avoue, du côté un peu spirituel. Oui, c'est ça, de ce lieu qui est devenu un white cube, mais que l'extérieur, voilà, a ce style très orientalisant. Mais de se réintéresser au rôle aussi du lieu, ou de sa fonction première en tant que lieu de passage, en tant que lieu de discussion, qui était très important. La synagogue, elle est, pour un peu remettre dans le contexte, juste à côté de la mairie. Donc il y a le lieu administratif de pouvoir et la synagogue était au milieu du village. Donc c'était pas l'église au milieu du village. Mais en tout cas, ce lieu, voilà, de parole, d'échange et de le replacer aussi dans une perspective transnationale, parce que c'était un lieu, donc le style architectural a été calqué sur celui de la synagogue de Berlin. Donc voilà, il y a tout ce passage, on va dire, qui est très important. Donc recontextualiser les œuvres aussi pour ce qu'elles produisent dans un discours transnational, dans une perspective plus large. Je trouvais qu'en tout cas c'était assez important, ou ça reste important pour moi, pour les prochaines expositions et pour celle-ci aussi. Merci, peut-être qu'on peut peut-être essayer de passer à des questions du public, parce que je vois qu'il nous reste en gros 20 minutes. Je ne sais pas s'il y a des questions dans le public, des gens qui souhaitent intervenir, qui souhaitent discuter avec nous ou pas. Je crois qu'on doit récupérer un casque pour savoir si quelqu'un est intéressé. Et je crois qu'il y a un micro aussi qui se balade quelque part. Je ne sais pas comment ça se passe. Ah, il est là-bas, manifestement. Mais déjà, est-ce qu'il y a des questions? Ça se trouve, en fait, vous n'avez pas de questions, parce que voilà, en fait, ça se trouve. Non. Si. Peut-être. Non. Bon. Ah, c'est une question de notre ami Philippe Dejac, un grand collectionneur de Bretagne.
Oui, bon, on a parlé finalement du langage, mais toujours du langage d'être humain à être humain, c'est-à-dire des difficultés qui n'en sont jamais quand on est entre êtres humains, même si on ne parle pas les mêmes langues. Mais par contre, tu as dit que l'IA allait être plus, au moins aussi importante que l'invention de l'imprimerie, mais l'informatique et les communications via les machines Internet, on parle de violence quelquefois, par exemple dans une banlieue entre deux jeunes qui ne sont pas de même origine, mais ce n'est pas vraiment la même violence que les communications qui passent par les machines, dont on ne va pas évidemment remettre en question l'existence, bien sûr. Mais je trouve que là, il y a aussi de la violence. Et la question que je voudrais poser, c'est est-ce que vous pensez que l'informatique favorise la diffusion de vraiment de l'art et de la culture, ou peut-être la normalise, je ne sais pas. En tout cas, elle la diffuse, c'est sûr, mais elle la normalise sûrement aussi. Merci Philippe, je pense que c'est une très bonne question. Et j'ai un exemple, parce que je pense qu'il y a plusieurs réponses possibles. Actuellement, au Centre d'art Passerelle à Brest, nous avons une exposition sur ce qu'on appelle communément le street art, ou en tout cas, on va dire les cultures urbaines. Et ce qu'on a pu remarquer en faisant des recherches depuis les années 80 à nos jours, dans cette thématique-là, donc on va dire du graffiti, de l'art dans la rue, c'est qu'il y a des pratiques très vernaculaires des années 80 et 90, et lorsqu'il y a une apparition d'Internet et de la diffusion massive des images des graffitis, des tags et des peintures dans la rue, il commence à avoir une uniformisation du style en fait. Donc on commence à avoir des artistes, en tout cas des gens qui ne sont pas forcément non plus du monde de l'art, mais qui vont se copier et qui vont commencer à réutiliser du style qu'on peut retrouver à Moscou, qu'on peut retrouver à Los Angeles. Et ça pose beaucoup de questions en effet sur... c'est multiple, ça va sur la diffusion et sur la fois la question de la réappropriation. Mais alors du coup, j'ai pas forcément de bonne réponse là-dessus. Après, moi, je pense que forcément la diffusion, elle est extrêmement facilitée. Je veux dire, moi, je prends mon téléphone tous les jours et tous les jours, je vais scroller sur Instagram et tous les jours, je vais voir plein d'images d'artistes. Et d'un côté, c'est magnifique parce que ça me permet d'avoir une overview incroyable sur ce qui se passe dans le monde. Et de l'autre côté, ça me pollue aussi l'esprit, ça me permet pas non plus de comprendre toutes les images que je vais voir et tout ce que je vais consommer en fait comme image. Donc il y a peut-être plusieurs réponses, mais peut-être que je peux laisser la parole un peu aussi à mes invités. Oui, moi c'était un peu aussi pour revenir au langage et un peu le sujet de cette exposition Parole-Parole, c'est dans un monde où le langage est fortement instrumentalisé, mais aussi standardisé, et parfois détourné. C'est comment on arrive à complexifier cette relation au langage par des œuvres qui sont parfois qui nécessitent un peu un rapport à nouveau de comprendre soit l'italien, soit le français, mais en tout cas de s'engager dans ça. Et dans un monde où certains mots perdent leur pouvoir, je pense il y a un mot qui est revenu assez souvent en préparant cette exposition, c'est le mot cessez-le-feu, c'est ceasefire, qui a perdu de sa capacité performative et diplomatique. On l'entend beaucoup, mais il n'a pas d'action aujourd'hui. Donc effectivement, c'est comment on arrive à faire du langage, ou en tout cas s'emparer d'un langage dans sa performativité, pour créer des réseaux aussi de solidarité face à effectivement une logique d'effet d'annonce. C'est que les mots sont raccourcis, les annonces sont écourtées, et ce dont on a besoin, c'est aussi de comprendre et c'est aussi de discuter ensemble. Donc à nouveau, je ne sais pas si ça répond à cette question, mais j'espère que ça donne des pistes de réflexion. Moi, par rapport à l'AI, moi, pour m'approcher à les langues, on dit mortes, soit le latin, le grec ancien, copte, moi je ne le parle pas, et en fait,
j'ai utilisé des intelligences artificielles, plusieurs, pour rentrer dans ce langage. Mais en fait, le dernier passage, par contre, ça a été en relation avec des êtres humains. Et donc, comme tu disais, Instagram, les images, l'art, on est pollué. Je pense que dans un côté, ça permet la diffusion. Mais je pense qu'après cette diffusion, il y a une nécessité de retourner au contact réel, physique. Et donc, pas seulement en fait une fruition digitale, parce que sinon en fait on se fait bouffer par les systèmes et on perd en fait le contact con la réalité, con l'œuvre, con l'esprit dans lequel a été produit et avec tout le temps qui est nécessaire en face d'une œuvre pour la comprendre. Parce que sinon on termine les 2 secondes, même pas, des scrolls. Et une œuvre où, comme tu disais, on s'arrête, il faut lire, il faut comprendre, il y a des passages, en fait, tout ce qui est derrière la recherche, elle disparaît pour une surconsommation des images. Oui, c'est exactement ça. Il y a des images en fait, qui ne vont pas survivre au passage au digital et au numérique. Elles ne vont pas vivre correctement, elles vont disparaître, elles vont être anéanties par le passage à la l'ultra 3D, l'ultra 4D, parce qu'elles ont un besoin physique, elles ont un besoin de visionnage aussi. Ouais. Est-ce que nous avons d'autres questions dans le public ? Bonsoir, bonjour, pardon, je suis arrivée en cours de route, alors pardon si je pose une question à laquelle vous avez déjà donné une réponse. Néanmoins, ça pourrait permettre peut-être de reposer la question autrement, comme une question peut toujours se reposer de différentes façons. Je voulais savoir quel était votre positionnement, je sais pas, par rapport à la disparition des mots, par rapport à justement un appauvrissement du langage peut-être, même si bien sûr il y a un glissement aujourd'hui vers une communication qui favorise une communication par les images, comme vous dites, en effet. Mais moi, j'ai beaucoup travaillé autour de la question du mot. Et par exemple, là, dernièrement, j'ai travaillé dans une école et centre d'art où j'ai récolté plus de 1000 mots auprès des personnes qui étaient là. Et en fait, dans une volonté d'essayer de préserver peut-être quelque chose de l'ordre de la finesse et de la nuance qui se perd effectivement avec les machines. Merci d'avoir posé cette question sur les machines parce que je pense que c'est en effet lié. Mais voilà, sur cette question de la disparition des mots. Et quand on n'a plus les mots pour dire les choses, est-ce qu'elles existent encore ? Enfin, voilà. C'était un peu ça. C'est une question peut-être un peu embêtante. Merci pour cette magnifique question tout d'abord. Parce que là, on va en même temps essayer de réfléchir pour répondre à ça. Non, la question de l'appauvrissement de la langue, il est évident aujourd'hui dans nos sociétés. Hein. Ce n'est pas uniquement en France. Hein. Je pense qu'on assiste partout dans le monde à cette chose-là. C'est en effet probablement lié à une augmentation de la part digitale dans nos vies. Après, moi, je ne suis pas sociologue, hein, donc du coup, je ne vais pas non plus m'avancer dans ces questionnements-là. Mais en effet, je pense que la part de digital que l'on consomme tous les jours va favoriser à la fois une uniformisation de l'information et de ce que l'on perçoit et ce que l'on voit, mais aussi du coup de nos manières de communiquer et donc en effet du langage. Donc après vous avez pu faire l'expérience dans un centre d'art ou dans une école et vous avez pu avoir vos conclusions, donc j'imagine que sur peut-être les générations ça change aussi également, mais il est probable qu'aujourd'hui les artistes ils aient leur mot à dire sur ces questionnements-là, c'est certain, sur la question d'une disparition. Donc là, il faut peut-être réinvoquer des artistes comme Ben ou des gens comme ça qui vont nous interpeller sur, ou par exemple Marie-Claire Mitou qui nous dit dans la foire Art Paris, ouvrons l'œil. Donc peut-être qu'il va falloir toujours faire cet effort, en tout cas pour que les générations qui arrivent puissent toujours s'emparer de notre langage, ne pas le laisser disparaître au fur et à mesure, ou en tout cas de l'uniformiser, mais j'ai quand même assez confiance parce qu'on voit comment la langue évolue. Hein. C'est-à-dire le français, il a différentes occurrences, qu'on soit en France, qu'on soit en Afrique francophone, ou qu'on soit en Amérique ou d'autres endroits. Il y a des mots qui évoluent, qui reviennent après en France métropolitaine et qui recréent un langage qui évolue en permanence avec des nouveaux mots. Donc, peut-être qu'il y en a qui disparaissent, mais il y aura peut-être d'autres mots qui vont arriver aussi.
Ah oui, oui, moi j'ai pensé la même quand on a posé la question sur la disparition. J'ai commencé à penser à tous à les mots qui sont aussi inventés, qu'ils rentrent dans un langage courant, parce qu'en fait, ça augmente tout le langage technologique. À une certaine époque, il n'y en avait pas, donc en fait, il n'y avait pas ce langage. Et vu qu'en fait, la langue, c'est quelque chose de vivant, elle se module, sur la peau de qui l'utilise. Donc c'est vrai que ça peut être une perte dans certains héritages, mais en fait c'est la vie c'est la vie de la langue et du monde, des gens qui habitent et qui la parlent. Donc pour moi c'est plus fascinant de voir ce décalage plutôt qu'être inquiété parce qu'il y a des mots qui se perdent. Parce que je pense que c'est... Bon, moi, ça m'intéresse plus le mouvement de la langue. Moi, je suis tout à fait d'accord avec lui. Je dirais même, c'est ce que je dis souvent dans ma pratique, je pense même que c'est le mouvement qui rend vivant. En fait, moi, je le dis même, parce que du coup, je vois bien tous ces gestes qui ont disparu, les objets, les signes, les mots. Mais en fait, tant qu'il y a du mouvement et de la transformation et que c'est juste, ça glisse, ça change de forme, ça prend une autre dimension. Des fois, je retrouve des formes ou des signes dans des savoir-faire ou dans des territoires inattendus, mais ils ont glissé par un voyage, par un transport, par quelqu'un qui d'un coup, on ne sait pas pourquoi s'y est réintéressé. Donc je crois que tant que c'est vivant, il faut accepter que c'est vivant et que ça bouge et que ça va se perdre, mais ça va il va revenir. On ne sait pas comment. Bravo, c'est très optimiste. Je disais, pardon, merci. Je disais bravo, c'est super et vous avez raison de rester dans la vie et de trouver ça. J'aime bien cette version optimiste. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais c'est vrai que moi, c'était plutôt cet endroit de, oui, effectivement, faut inventer quoi. Ça, c'est vrai. La solution, elle est toujours devant. Mais tout de même, il y a tout de même aujourd'hui, c'est peut-être par une forme de saturation technologique aussi. Et de ce monde qui va très vite, c'est par rapport aussi à la vitesse. Moi, je pense aussi quelque chose de l'ordre de la lenteur, de la vitesse. Il y a un endroit, voilà, de cette histoire de transmission, etc. Mais en tout cas, merci. Merci à vous. S'il n'y a pas d'autres questions, on va clore notre table ronde et on va vous remercier pour votre grande attention. Merci à vous et merci aux invités.